Il y a deux choses à mon avis. La première, c'est qu'on utilise beaucoup plus l'image qu'auparavant, que ce soit dans le papier ou sur les sites. On raconte, alors il y a la force intrinsèque de l'image qu'on utilise, donc on a agrandi la part qui est consacrée à la photographie en surface. Hein. Et si vous regardez l'évolution d'un journal comme Le Monde, c'est flagrant. Il n'y avait pas de photos, alors oui, zéro. Maintenant, il y a des grandes photos, très grandes photos, un peu comme a fait le Guardian, par exemple, ou les canards américains. Donc on utilise beaucoup le choc de la photo, pour reprendre l'expression consacrée. Et puis on raconte des histoires, on s'emploie à raconter des histoires. Alors là, il y a un jeu entre texte et image, en utilisant la photo, en faisant du récit. Et donc, on a beaucoup modifié nos maquettes, quoi, notre mise en scène, pour tenir compte de la force de l'image. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que du point de vue de la production, c'est-à-dire de la manière dont on s'est fourni, nous, ça a beaucoup changé, parce qu'il y a une profusion incroyable maintenant. Et donc, quand on cherche une photo, on nous en envoie 100. Souvent, d'ailleurs, les sources sont parfois obscures, on ne sait pas d'où ça vient, donc il y a des risques, parfois on court des risques. Et comme le prix des matériels a baissé, et comme tout le monde peut faire des photos maintenant, y compris avec un iPod, un iPhone, sur tout événement, vous avez une profusion incroyable d'images. Et les photographes professionnels qui, eux, maîtrisent bien leur métier, ont été concurrencés de facto par d'autres gens qui ne sont pas forcément nuls, d'ailleurs. En moyenne, ils sont moins bons, parce que les amateurs sont quand même moins bons que les professionnels, mais ils proposent leurs propres images. Donc ça a eu des conséquences, j'imagine, terribles sur le tarif moyen de la photo, quoi, sur les revenus des photographes professionnels. Donc voilà les deux mouvements qui se sont produits. Il y a plus de photos, il y a plus d'images, mais elles sont beaucoup plus faciles à acquérir. Et donc, il y a une situation de surproduction, c'est comme dans l'agriculture. On produit trop de choux-fleurs, on produit trop d'images, donc le prix, évidemment, a tendance à s'effondrer. On se sert de la photo comme de l'élément essentiel de l'information et en légende, ou on fait des diaporamas. Et les diaporamas qui donnent une vision avec plein d'angles sur le même phénomène d'actualité, c'est une chose que l'internaute apprécie beaucoup. Ils aiment beaucoup ça. Et donc les sites d'infos sont de plus en plus remplis de photos. Il y en a partout. Oui, parce qu'on reprend, parce qu'il n'y a plus de distinction formelle ou étanche entre le texte, l'image fixe et l'image animée. Tout ça participe du même récit. Et donc sur le même élément, là, vous avez l'ouragan qui atteint New York. Vous aurez à la fois les petits segments vidéo avec des images extrêmement spectaculaires, vous aurez des suites photographiques faites soit par des professionnels, soit par des amateurs, vous aurez des films qui sont pris par des témoins, quoi, qui ont leur propre matériel. Et puis, on a des journalistes sur place, donc ils racontent, mais ils racontent en liaison avec les photos et avec les vidéos, et donc tout ça finit par créer un tout. Il n'y a plus de distinction entre la télévision, la radio et la presse écrite. C'est la même chose sur les sites. Tout ça participe. On ne raisonne plus en genre, quoi. On raisonne par sujet. Et le même sujet doit être traité par tous les médias à la fois. C'est un média total. Et de plus en plus, les sites qui ont du succès fonctionnent selon cette logique-là. La question de savoir d'où ça vient nous est posée comme tout élément d'information. Ça ne change pas le principe. Le principe, c'est qu'on doit donner la source. Donc on cherche constamment quand on a une image, on ne la publie pas comme ça. Enfin, on ne la met pas en ligne comme ça sans réfléchir. On se dit, mais d'où ça vient, qui a pris ça, et on essaie ensuite au moins de légender en donnant la source, ou même de prendre de la distance par rapport à une image qui nous paraît douteuse ou bizarre, ou louche. Là, on fait très attention, puisque vous avez des gens qui font des trucages aussi, puis qui les mettent sur le net, ça part dans le grand tout du net, et puis vous ne savez pas d'où ça vient, et vous mettez ça en ligne en croyant que c'est du vrai, puis c'est du faux. Il faut être très très vigilant avec ça, c'est très dangereux. On peut tromper le public, même sans le faire exprès. Ça s'est dégradé, mais ça n'a pas disparu, il ne faut pas exagérer. On préfère avoir le nom du photographe, le nom de l'agence, comme ça on est tranquille. Ça n'empêche pas les erreurs parfois, mais enfin bon, au moins il y en a moins, quoi.
c'est globalement fiable. Mais sur les sites, c'est plus difficile. Sur les sites, c'est difficile parce que vous avez cette idéologie du net qui est celle de la circulation instantanée et de la gratuité. Et donc, les gens, enfin, l'internaute, il gagne parce qu'il a un choix colossal, mais la précision et la fiabilité de ce qui est diffusé n'est pas là. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'information sur le net, maintenant, est dominée, fort heureusement à mon sens, par les entreprises de médias, les vrais, c'est-à-dire les journaux ou les radios ou les télévisions. Cette idée selon laquelle le journalisme allait se banaliser totalement et que tout le monde serait journaliste a fait long feu. Vous pensez que l'information citoyenne a fait long feu? Non, au contraire, mais elle vient en complément du travail des journalistes professionnels. C'est très bien, ils sont même aiguillonnés par ça. Mais ça n'a pas remplacé. Le public, il suffit de regarder les fréquentations des sites. Quels sont les sites les plus importants en France? C'est Le Monde, c'est Le Figaro, c'est l'Observateur, c'est Libération, c'est le site d'Europe 1 ou le site de TF1. Donc chacun avec son genre, chacun avec ses qualités et ses défauts. Mais le public a de facto validé le fait que c'était plus fiable, puisqu'il vient. Et il se dit, si c'est un texte qui circule sur le net sans origine, méfions-nous. Parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences cuisantes dans ce domaine. Donc les gens se disent, bon, au moins si c'est Le Figaro ou si c'est le Monde, bon, ils ont chacun leurs défauts et ils en ont certainement beaucoup, mais au moins on sait que c'est à peu près aussi fiable que ce qui est imprimé. Et ce sont des choses auxquelles on accorde un certain crédit, en tout cas un crédit supérieur à ce qu'on peut trouver dans le tout venant du net. Et la partie, ça y est, elle est jouée maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que les journaux et les médias qu'on appelle bêtement classiques ont gagné la partie. C'est eux qui font l'information sur le net. Du point de vue de l'entreprise, journal ou site, évidemment, la profusion des sources et la facilité d'usage et le blocage des tarifs, pratiquement ça n'a pas bougé depuis très longtemps, ça nous arrange, évidemment, puisque ça nous permet d'avoir moins de frais de production. On a une logique de fonctionnement quotidienne ou annuelle qui nous conduit constamment à surveiller les coûts dans tous les domaines. Et donc, évidemment, si c'est moins cher, on dit, oui, c'est moins cher, tant mieux. Mais c'est vrai qu'à terme, les mêmes se disent, quand même, on est habitué à exiger une qualité de production très grande. On a des photographes, des très connus ou des moins connus, avec qui on travaille et qu'on a l'habitude de publier. S'ils sont économiquement liquidés, c'est une perte sèche pour tout le métier. Et pour le lecteur à terme, puisqu'on aura une qualité moyenne moindre. Et on le voit d'ailleurs, c'est que on a beaucoup plus de choses, mais la qualité moyenne est plus basse, forcément, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à faire ça. Enfin, ils font ça comme ça de temps en temps, et c'est pas leur métier. Les gens dont c'est le métier sont en moyenne meilleurs que ceux dont c'est pas le métier. Il ne faut même pas être totalement démagogique. Moi, je suis très démocrate, mais il y a une limite quand même. Et donc, on voit bien que la panade économique dans laquelle se trouve le secteur va se retourner à terme contre nous. Mais il y a une logique économique de court terme on est comme des écureuils dans la cage, on court et puis on essaye de produire quand même, mais à moindre coût. Sur le principe, je suis pour, j'aimerais voir quelles conséquences ça a pour les finances. Alors encore, l'Observateur n'en reçoit pas des aides considérables, mais les quotidiens risquent de trouver un problème, là, parce qu'eux, ils ont plus besoin, je connais ça, de l'intérieur, et donc ils ont besoin un peu plus d'aide que les hebdos. Pour l'instant, ça va changer. Donc oui, pourquoi pas, ce serait une solution, effectivement, tout à fait louable dans le principe. Je suis pour. En tout cas, je suis pour qu'on étudie. Il faut voir combien d'argent. Ça, c'est plutôt une question à poser d'ailleurs au ministère de la Culture, qui est le dispensateur des fonds publics, en l'occurrence. Est-ce qu'ils sont prêts à étudier cette solution qui permettrait de maintenir un milieu, quoi, une base française de production d'images qui a connu une heure de gloire formidable, quoi, qui est respectée dans le monde entier. Ce serait dommage de voir disparaître cette culture. C'est quand même une culture du photoreportage, de l'image, etc., qui
qui est un des grands atouts de la culture française quand même, donc c'est dommage de s'en priver. Mais ça me dépasse un peu, là. C'est la question de l'orientation des aides. Je ne suis pas ministre. Il faut que les journaux, les services photos des journaux, les directions de journaux se penchent de manière plus sérieuse sur cette question, sur l'évolution du marché mondial de l'image. Il y a vraiment une réflexion à faire.